Salut à tous et bienvenue dans ce petit hors-série tranquille avec beaucoup trop de barbe, le nez bouché et un magnifique bonnet de Noël. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Star Wars est un mastodonte filmique et culturel. Et je ne vous apprendrai rien non plus en vous disant que nous, à Retour vers la culture, Alex, Max et moi, on est des très gros fans de Star Wars. Donc autant vous dire que quand on a appris qu'on aurait un Star Wars par an jusqu'en 2079, on était relativement contents. Et du coup, à l'occasion de la sortie de Rogue One, parce que c'est quand même un petit événement vu qu'il s'agit du tout premier spin-off de l'histoire de la saga, on s'est dit qu'on aurait bien aimé faire une petite critique dessus, un truc simple, naturel, plus direct et avec moins de montage. Max est très heureux derrière, là on le voit pas mais... Yes. Bon voilà, il s'entend. Pour ce faire, on va vous livrer notre petit avis critique sur le film, avec une première partie de critique sans spoiler, une deuxième partie avec des spoilers mais vous serez prévenus, et enfin une conclusion ouverte à tous qui sera un petit peu particulière mais vous verrez pourquoi, et là pareil vous serez prévenus. Bon alors du coup la première chose que j'ai envie de dire c'est que objectivement c'est un bon film. C'est un film très sympa qui réussit sa mission principale, c'est-à-dire nous divertir. C'est un film qui est accessible à tous, que ce soit les fans ou les néophytes, donc ça c'est un vrai point positif. Maintenant on va commencer par la réalisation. Gareth Edwards fait un super boulot derrière la caméra. Je veux dire, il est connu et reconnu à Hollywood comme maîtrisant parfaitement les échelles de grandeur. Il est capable de nous faire ressentir une menace et une taille démesurée pour des choses qui ne sont absolument pas naturelles. Par exemple tout son boulot sur Monsters et Godzilla est reconnu de tous. Moi j'ai beaucoup apprécié ces deux films. Oui, j'ai apprécié Godzilla, vous pouvez vous déchaîner dans les commentaires. Là, il y a un vrai gros boulot justement sur les échelles, parce que typiquement, il y a un plan sur Jeddah où on voit un croiseur interstellaire impérial filmé de notre point de vue d'humain, ce qui fait que le croiseur est vraiment menaçant. Il y a un énorme sentiment d'oppression et on se rend compte de la taille démesurée du bousin. Pareil, l'étoile de la mort est aussi super bien montrée à l'écran parce qu'elle fout vraiment les miquettes, quoi. En dehors de la puissance de destruction, elle est vraiment impressionnante. Beaucoup plus que dans l'épisode 4 à cause des limitations techniques de l'époque où en fait c'était juste une petite bouboule en maquette, quoi. Là c'est vraiment impressionnant, donc ça c'est très très cool. Les scènes d'action sont très bien filmées, même si de temps en temps les scènes de combat à pied sont un petit peu fouillis. C'est tout à fait compréhensible mais c'est parfois un petit peu fouillis, alors que les scènes de combat aériens et spatiaux sont irréprochables. Et les effets numériques, pareil, c'est une énorme claque. Ils sont tellement bons que, à certains moments, j'étais incapable de dire si c'était une maquette ou une marionnette, ou si c'était des effets numériques. Maintenant, on va parler des acteurs. Alors, les acteurs sont, pareil, tous très bons. Ils sont tous dans le ton assez juste, il n'y a pas de fausses notes. Même Diego Luna, qui joue le rôle de Cassian Andor, qui est censé être un gentil, qui fait tout un tas de saloperies pour la cause pour laquelle il lutte. On sent vraiment qu'il joue beaucoup sur la subtilité de son personnage, et ça c'est assez agréable à voir. Tous les personnages sont bien traités, du moins par les acteurs, et il y a aussi évidemment Forest Whitaker et Mads Mikkelsen qui sont deux acteurs que j'adore. Après j'avoue que je trouve ça toujours un petit peu dommage de prendre des acteurs de ce calibre pour des rôles aussi mineurs. J'aurais bien aimé les voir un peu plus à l'écran. Et puis si on devait donner nos trois personnages préférés, enfin du moins les miens, mes personnages préférés, je dirais que c'est K2SO, Chiru Timwe, qui est joué par Donnie Yen, parce que merci l'originalité, mais c'est les personnages préférés de tout le monde et ça se comprend. Et mon troisième personnage préféré, c'est le directeur Orson Krennic, qui est joué par Ben Mendelsohn, qui est vraiment excellent dans son rôle, quoi. Il cabotine à donf, il est parfois à la limite du surjeu, mais c'est parfaitement dans le ton de son personnage. Il l'incarne vraiment très bien, et c'est hyper marrant de le voir se contrarier comme un gamin, quoi. Et puis bien sûr, il y a Vador, quoi. Il y a notre petit Vador, voilà, qui apparaît pour 2 scènes, mais bon, c'est quand même hautement satisfaisant, les scènes dans lesquelles il apparaît. Mais ça, j'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler un peu plus tard. Troisième point positif, le fanservice. On a lu beaucoup sur internet que les gens n'ont pas apprécié le fanservice, soit dans Rogue One, soit dans Star Wars épisode 7. Et alors là, les mecs, en fait, il va falloir que vous m'expliquiez, parce que quand on va voir un Star Wars, il y a forcément du fanservice.
Enfin, ça fait partie de l'identité de la saga, c'est dans l'ADN de Star Wars d'avoir du fanservice. Et là, dans Rogue One, c'est pas du tout un fanservice putassier et vulgaire, c'est des super clins d'œil, très bien dissimulés, hyper agréables, et moi, quand je vais voir un Star Wars, que ça soit un spin-off ou pas, bah j'attends d'avoir du fanservice, j'en demande. Le fanservice, dans Rogue One, à mon sens, est un vrai point positif, parce que c'est un très bon témoignage du fait tout simplement que le film est fait par des amoureux de Star Wars, pour des amoureux de Star Wars. Il y a beaucoup de clins d'œil qui sont faits, qui montrent que Disney et les réalisateurs du film ont un énorme respect du matériau de base. Et ça, c'est cool. Typiquement, à un moment, on voit le vaisseau, le Ghost, qui est le vaisseau dans la série Star Wars Rebels, qui montre que Disney veut lier toutes les productions, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une série d'un côté pour développer telle histoire et dire on fait cette série mais sinon on s'en bat les couilles. Non, là, la série qui est faite principalement à destination des enfants est aussi reliée au film. Donc c'est cool, c'est tout un univers qui est développé, c'est pas juste des trucs parallèles pris indépendamment. 4e point positif, les thèmes traités. Il y a des trucs un petit peu classiques du genre l'espoir, la notion de sacrifice pour une cause qui nous dépasse, ou la confiance qui doit aller dans les deux sens. Mais il y a aussi des trucs plus inattendus, comme par exemple le côté crasseux et désuni de la rébellion. C'est pas une assemblée de bisounours qui combat pour le bien. C'est des mecs, des hommes et des femmes, qui combattent pour une cause qui les dépasse, et qui sont obligés de se salir les mains pour le faire. Et pareil, dans le film, c'est montré aussi que la rébellion, elle n'est pas aussi unie qu'elle voudrait bien le faire croire. Et ça, c'est vraiment hyper cool de voir ça dans l'univers Star Wars, parce que ça atténue le manichéisme de la saga. Il n'y a pas que les gentils tout blancs et les méchants tout noirs, il y a des gens gris au milieu, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'un film comme ça traite des thèmes aussi variés et apporte autant de choses, en fait, à l'univers de la saga. Mais, maintenant, on va passer aux points négatifs, qui sont plus de l'ordre du détail, mais certains sont quand même des détails assez importants. Le premier point négatif, qui pour moi est quand même un énorme cancer pour Hollywood, c'est les reshoots. Il y a eu une première projection de fait au sein des studios Disney qui ont trouvé que le film était beaucoup trop sérieux. Du coup, ils ont décidé de retourner énormément de scènes. Pourquoi les studios continuent à faire ça ? C'est un énorme problème de management et ça ruine les films, en fait. Bon alors, je vous rassure, les reshoots ne sont pas, les effets ne sont pas aussi dramatiques, mais il y a quand même par moments des petits problèmes de montage, avec des scènes qui se terminent un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard, et les reshoots se sentent aussi dans le traitement des personnages, parce que, par exemple, notre ami Saw Gerrera, dans les trailers, ça se voit qu'il était censé être traité comme un extrémiste, mais parfaitement sain d'esprit. Sauf que, avec les reshoots, ils ont transformé Saw Gerrera en extrémiste un petit peu cinglé. Le deuxième point négatif, c'est la caractérisation des personnages. C'est quand même un comble d'avoir un film Star Wars où les personnages ne sont pas bien traités, parce que c'est ce qui fait l'essence de la saga, c'est d'avoir des personnages bien présentés, bien traités, et auxquels on peut vraiment parfaitement s'attacher, sans tout connaître d'eux. Et là, dans Rogue One, à part ceux qu'on connaît déjà, il n'y a que Jyn Erso dont on a son histoire, son passé. Tous les autres, il n'y a rien. Rien du tout. Cassian Andor, à part une ligne de texte pendant le film, on ne sait absolument pas d'où il vient, on ne sait pas ce qui le motive, on ne sait pas ce qu'il faisait avant, bref, on n'a rien du tout. Et je trouve ça hyper dommage, parce que c'est quand même un des deux personnages principaux de l'histoire. Baze, Malbus et Chirrut Îmwe, leur relation est hyper paradoxale, parce que d'un côté, leur amitié est hyper attachante, ils sont vraiment très touchants dans le film, on sent qu'il y a un gros vécu, mais on connaît rien de leur histoire. On sait juste que ces deux mecs qui sont gardiens d'un temple sur Jedha, qui abrite des cristaux Kyber non cul sur la commode, mais on n'a rien d'autre. Et alors le pire de tous les traitements de personnages du film, c'est le pilote, c'est Bodhi Rook, qui est quand même, c'est un pilote impérial qui déserte l'Empire. C'est quand même un choix qui nécessite une ou deux explications, et on n'a rien en fait. On ne sait rien de lui, parce que mine de rien, Bodhi Rook, c'est l'élément déclencheur du film. Sans Bodhi Rook,
Il n'y a pas de Rogue One, il n'y a pas d'épisode 4, et à la rigueur, presque, il n'y a même pas de 4, 5 et 6. Ça, c'est probablement ce qui m'a le plus gêné. C'est un énorme problème, c'est une grosse erreur. Et je comprends pas que il l'ait pas tilté, ça. C'est quand même important de développer le background de ce personnage. Et on n'en a pas. Troisième point négatif, c'est un peu plus mesuré, c'est un petit détail, mais c'est quand même un peu chiant, c'est l'histoire. Parce que l'histoire est très bien ficelée, hein, enfin elle va d'un point A à un point B, il n'y a pas de problème, mais l'histoire est quand même un peu convenue. C'est encore une fois un orphelin, là en l'occurrence une orpheline, qui va s'infiltrer chez les méchants. Bon, ça me pose pas trop de problèmes, mais j'aurais aimé un petit peu plus d'originalité dans le traitement de l'histoire. Les 2 premiers tiers du film sont quand même un petit peu longuets. C'est pas non plus... je me suis pas fait chier comme un rat mort au cinéma, mais il y a de temps en temps, l'histoire se perd un petit peu dans des méandres pas forcément très utiles. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que le build-up est un peu long, alors que la fin, le dernier tiers du film, mais oui, le dernier tiers du film, il est parfait. Je trouve ça un petit peu dommage que la construction ne suive pas l'exemple du dernier tiers. 4e point négatif, qui là aussi est un peu plus un détail mais un peu chiant, c'est la musique. Alors à la base, ça devait être Alexandre Desplat qui devait faire la musique. Cocorico, c'est un français, en plus j'adore ce compositeur, et j'aurais été vraiment curieux de voir ce qu'il aurait pu apporter à l'univers Star Wars. Sauf que on ne sait pas pourquoi, mais il a quitté le navire en cours de route, et Disney a décidé de le remplacer par Michael Giacchino. Alors moi j'ai aucun problème avec ça, parce que Michael Giacchino c'est un compositeur que j'aime beaucoup, qui est très talentueux, sauf que le tout petit bémol, c'est qu'il a eu 4 semaines pour composer la musique du film. C'est comme si on vous demandait de rédiger une disserte de philo en 15 minutes. Donc forcément ça se ressent dans le film. Il y a des moments, la musique correspond pas forcément tout le temps avec ce qui se passe à l'écran, et par exemple le thème principal de Rogue One est très sympa, on sent qu'il est travaillé, et pareil à quelques instants on sent que la musique est travaillée, mais sinon le reste du temps, c'est du remplissage quoi. Et du coup la musique est complètement oubliable. Pour un Star Wars, même si c'est pas John Williams, c'est dommage que le film ne suive pas la cadence du reste de la saga. Voilà, maintenant on a abordé l'ensemble de la partie sans spoilers, on va arriver à la partie spoilers, mais juste avant je voudrais faire une petite transition en abordant le sujet du pourquoi les critiques sont aussi élogieuses. Au début j'ai pas trop compris pourquoi tout le monde s'enflammait pour le film, parce que il est très cool, il est super sympa, moi j'ai passé un super moment, mais j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi les critiques étaient aussi bonnes. Et en fait je pense qu'il y a 2 explications pour ça. La première c'est que, comme je le disais, le dernier tiers du film. Le dernier tiers du film est parfait. Il est tellement bon que en fait ça nous fait oublier les 2 premières parties et les défauts des 2 premières parties du film. Et la deuxième explication, c'est que c'est un film d'amoureux de Star Wars pour les amoureux de Star Wars. Il y a un vrai respect du matériau de base, ça se sent, c'est montré à l'écran, c'est montré dans les dialogues, et ça je pense que les gens ont beaucoup apprécié parce que ça montrait vraiment un respect de la saga. Donc je pense que c'est principalement pour ces 2 raisons que les critiques sont aussi élogieuses. Le film Rogue One a été comparé à Star Wars 7, et ça je comprends pas. On le traitera plus tard dans la conclusion, mais pour le traiter, il va falloir qu'on aborde la partie spoilers. Du coup, vous êtes prévenus, si ça vous dérange pas d'être spoilé, restez. Par contre, si vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe, allez voir le film et revenez après. Alors comme je le disais à l'instant, le dernier tiers du film est génial. La scène de fin avec Vador, elle est d'une jouissance, mais avec Max on était tous les 2 au ciné, c'est comme si... C'est clair. C'est comme si on se tenait pas par le bras en se disant mais oui 40 ans qu'on attend ça. Exactement. De voir Dark Vador déglinguer du rebelle à coups de sabre laser et en utilisant la force, on attend ça depuis 40 ans. Et quand c'est aussi bien fait, on peut que apprécier. Donc pour le coup, cette scène est absolument géniale. La manœuvre de l'amiral Radius avec la corvette Hammerhead, non seulement c'est génial, moi j'ai trouvé ça super bien trouvé, j'étais sur le cul quand j'ai vu le truc, mais c'est aussi une déclaration d'amour
à tout ce qui a été fait par les fans dans l'univers étendu et dans les légendes, que ce soit les jeux vidéo ou les bouquins. Parce que les corvettes Hammerhead, elles sont apparues pour la première fois dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic, et c'est des vaisseaux qui ont quand même 4000 ans. Donc c'est vraiment une déclaration d'amour à tout l'univers, et c'est vraiment super sympa de le voir à l'écran. Et pareil, dans le film, on a enfin une réponse sensée et logique à ce que les détracteurs de l'épisode 4 lui reprochent depuis 40 ans, à savoir ce putain de trou de 2 mètres dans l'étoile de la mort. Et tout simplement, l'explication, c'est que l'Empire a forcé un mec, contre son gré, à bosser pour lui pour construire une atrocité. Et en retour, le gars adresse à l'Empire le plus magistral des doigts d'honneur sans même qu'il s'en rende compte. Et c'est vraiment très bien fait. C'était un des buts du film, et c'est très bien rendu. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Mais, pour revenir sur les problèmes en spoilant un petit peu, on va y aller étape par étape. Le premier problème qui concerne la caractérisation des personnages, on est d'accord, Jean et Cassian, c'est les 2 personnages principaux du film. Mais, j'ai été plus touché, émotionnellement parlant, j'ai été plus touché par la mort de K2SO et par la mort de Chirrut et de Baze, que par celle de Jean et de Cassian. C'est pas normal, parce que c'est les personnages principaux du film. L'impact devrait être plus fort. Et là non. Et pareil, la mort du directeur Orson Krennic, elle est quand même vachement traitée par-dessus la jambe, quoi. Le mec a supervisé la construction de l'étoile de la mort de A à Z, et quand il meurt, accessoirement, on rase l'intégralité du centre de stockage des archives de l'Empire. Et tout ça, on s'en fout. Enfin, je veux dire, il y a rien qui est dit ou montré dans le film pour dire que oui, ça fait chier. Non, non, en fait, le mec il est là, il se prend un coup de blaster et puis pouf. Puis après on rase Scarif et puis voilà. Ok. Et l'impact derrière, on aurait bien aimé savoir, quoi. Et ça, c'est dommage. Mais ce que j'ai aimé, en revanche, c'est la caractérisation de Krennic et sa relation, la dualité de sa relation avec le Grand Moff Tarkin. Et du coup, on va aborder un sujet épineux qui divise autant qu'il rassemble, à savoir Tarkin et Leia en images de synthèse. On va commencer par Tarkin. Tarkin, dans l'épisode 4, c'est le mec en charge de l'étoile de la mort. C'est un des personnages les plus importants de tout l'Empire. C'est le poteau à Palpatine et le poteau à Vador. Et c'est un des rares types qui puisse donner des ordres à Vador sans que le mec essaye de l'étrangler. C'est pas n'importe qui le bonhomme, donc il devait absolument être dans Rogue One, et ça je comprends parfaitement. Après, il y a des gens que ça a énormément gêné. Moi, pas particulièrement, ça m'a pas spécialement gêné, et au contraire j'ai trouvé... déjà je tiens à saluer l'énorme boulot qui a été fait dessus, parce que c'est quand même bluffant, mais c'est vrai que par certains moments on peut rentrer dans la vallée dérangeante. On sait que ce qu'on voit est faux, et du coup, ça nous fait pas croire au personnage. Et je pense notamment que pour Tarkin, c'est principalement un problème du mouvement des yeux qui est pas naturel. Et pareil, le mouvement de sa bouche qui correspond pas vraiment très bien à l'acteur Peter Cushing. Donc du coup, ça c'est un petit problème. Voilà, Tarkin m'a pas vraiment beaucoup dérangé, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus de Vador au détriment de Tarkin. C'est super cool de voir Vador se passer de la biafine dans son château sur Mustafar, mais j'aurais bien aimé voir Vador interagir avec les généraux de l'Empire, avec le personnel tout simplement de l'Empire, le voir interagir plus avec Orson Krennic, quitte à mettre Vador dans un film, autant le mettre de manière conséquente. Sinon on le met pas du tout, mais pas essayer de faire un entre-deux. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Princesse Leia. Là, j'ai été un peu plus gêné par Princesse Leia, notamment en fait les expressions de son visage qui sont un peu bizarres, qui m'ont un peu dérangé. Objectivement, je pense que simplement un plan de profil ou un plan de 3/4 de Leia aurait largement suffi. On n'avait pas besoin d'un plan de face. Je vais revenir sur les points négatifs concernant l'histoire, sur les moments où l'histoire s'en mêle un petit peu les pinceaux. Et en fait, c'est plein de petits exemples. C'est pas des énormes problèmes de narration, c'est plus des petits moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là ?
Le premier exemple que j'ai en tête, c'est quand Cassian et Jyn sont sur Jedha, et que Cassian, pendant la baston, flingue un des rebelles de Saw Gerrera. J'ai pas trop compris en fait ce moment. Et pourtant j'ai vu le film 2 fois. Peut-être que c'est parce que le rebelle allait balancer une grenade dans la direction de Jyn et que Cassian a voulu la protéger. Mais si c'est le cas, moi je l'ai pas compris. Donc c'est qu'il y a un problème de montage. Une autre scène qui est quand même... où là c'était franchement plus gênant, c'est cette espèce de saloperie infâme de Borguelette, là, le poulpe liseur d'esprit. J'ai jamais demandé à voir du porno hentai avec des tentacules dans Star Wars. Qu'est-ce que ça fout là, ce truc? Ça m'a gêné, c'est dégueulasse. Alors peut-être que c'est pour enrichir le lore, pour rendre un hommage aux séquences de créatures qu'il y a dans tous les Star Wars, mais ça n'a pas sa place. Pourquoi ne pas avoir torturé Body Rook comme Han, Leia ou Poe ont été torturés, à l'ancienne avec des droïdes, quoi. Et ça, c'est beaucoup lié au problème des reshoots. Saw Gerrera devait pas du tout être traité comme ça. Il devait pas du tout être traité comme un fou furieux, mais comme un extrémiste, sain d'esprit, qui est capable de tout. Et c'est pour ça que le traitement de la folie de Saw Gerrera m'a beaucoup gêné. Et ça, c'en est un exemple parfait. Il n'avait pas besoin de faire ça, et il n'avait pas besoin de se comporter comme ça non plus. Et pareil, l'autre problème des reshoots, quand je vous parlais des problèmes de montage, le meilleur exemple que j'ai, c'est la mort de Jyn et Cassian. Quand ils sont tous les deux en train de s'enlacer sur la plage, juste avant que le flot de lumière, la déflagration, envahisse totalement la caméra, on voit Cassian, les yeux fermés, et juste avant que ça cut, il ouvre les yeux et tourne les yeux vers la caméra. Pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Pourquoi il ouvre les yeux ? Pourquoi il les tourne vers la caméra ? Si ça, c'est pas un problème de montage, qu'est-ce que c'est ? Le dernier petit point aussi qui m'a un petit peu interpellé sur l'histoire, c'est pourquoi passer autant de temps sur Jyn à développer son histoire, son passé, etc. Si c'est pour passer sous silence 15 ans de sa vie. Il y a la moitié de sa vie, parce qu'elle doit avoir à peu près une trentaine d'années, la moitié de sa vie est passée complètement sous silence. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Apparemment, elle a fait quelques petits trucs un peu crasseux contre l'Empire, mais on ne sait pas quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour la partie spoilers. Maintenant, on va aborder la conclusion, où en fait je vais plus parler de Star Wars 7 que de Rogue One, et vous allez comprendre pourquoi. Alors du coup, en conclusion de cette critique assez longue, mais c'est totalement voulu, parce que je voulais rentrer un petit peu dans le détail, malgré tout ce que j'ai dit, on peut avoir l'impression que j'ai détesté le film. Pas du tout. Ça n'est pas du tout le cas, hein, je tiens à le préciser, pas du tout. Encore une fois, pas du tout. J'ai beaucoup aimé le film. Est-ce que je le recommande ? Bien évidemment, à tout le monde, fan ou pas fan. Enfin, j'ai passé un super moment, encore une fois, il a réussi à me divertir, ce qui est son but premier, et en plus, il apporte plein de petites nouvelles choses à l'univers de Star Wars, des vaisseaux, des thèmes, des personnages, enfin plein de trucs, des planètes, c'est super. Donc franchement, j'ai beaucoup apprécié le film, et tous les points négatifs sur lesquels je suis revenu, ça reste, entre guillemets, de l'ordre du détail, même si certains sont quand même assez importants. Et du coup, pour aborder cette conclusion, oui, je me frotte les mains, on dirait un grand-père, je vais parler de Star Wars 7. Beaucoup ont comparé Rogue One à Star Wars 7, et ont dit qu'il était meilleur que Star Wars 7. Comparer Rogue One à Star Wars 7, c'est une connerie. Dire que Rogue One est meilleur à Star Wars 7, c'est aussi une connerie. Je vais pas prendre la défense de Star Wars 7 par principe de prendre la défense du film, parce que je suis un fan de Star Wars. Non. Je prends sa défense parce que c'est objectivement un bon film avec des défauts. Pourquoi comparer Rogue One et Star Wars 7 ? C'est débile. Tout d'abord, Rogue One, c'est un stand-alone movie. C'est un film sur Star Wars, c'est pas un film Star Wars, la nuance est vraiment importante, et c'est un film de guerre à la sauce Star Wars. C'est pas un film Star Wars. Donc déjà, ne serait-ce que pour ça, c'est débile, parce que The Force Awakens, c'est un film qui est pensé pour une trilogie. Donc
le film ne se suffit pas à lui-même. Ça a les défauts de ses qualités, on est d'accord, mais le film pose les bases d'un nouvel univers hyper intéressant, avec plein de nouveaux personnages, avec une nouvelle histoire, pour les nouvelles générations. Rogue One, c'est juste, entre guillemets, un film explicatif. Ça n'a rien à voir, les deux sont totalement incomparables. Et pourquoi dire que Rogue One est meilleur que Star Wars 7, c'est débile. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même visée, ils n'ont pas le même objectif, et ils n'ont pas non plus le même résultat final. Oui, dans Rogue One, les scènes d'action sont bien meilleures. Oui, dans Rogue One, les effets spéciaux sont meilleurs. Ok, mais ça s'arrête là. La caractérisation des personnages dans Star Wars 7 est bien meilleure, et l'histoire de Star Wars 7 est aussi bien meilleure. Alors oui, je vous entends gueuler derrière vos ordinateurs en disant « Ouais, mais de toute façon, c'est qu'une repompe de l'épisode 4 et tout machin !» Arrêtez. Alors oui, pour certains moments c'est vrai, mais pour d'autres pas du tout. Du coup, arrêtez de dire ça, parce que comprenez bien le cahier des charges qu'avait Star Wars 7. Déjà, le film avait beaucoup moins de temps de développement et de réalisation que Rogue One. L'objectif de Star Wars 7 était triple. Le premier, c'était de réconcilier les fans de la première heure qui ont détesté la prélogie. Et ça, c'est quand même une putain de mission, parce que quand on voit le nombre de gens qui haïssent profondément la prélogie, le challenge est grand. La deuxième mission, c'était de créer un nouvel univers, de nouveaux personnages, une nouvelle histoire, pour une nouvelle génération de fans. Pour, entre guillemets, améliorer l'image et les histoires, et l'histoire qui est racontée dans un Star Wars. Et la troisième mission du film, c'était de garder les fans de la génération née avec la prélogie, dont je fais partie. J'ai pas découvert Star Wars avec la prélogie, j'ai découvert Star Wars avec les épisodes 4, 5, 6, mais je suis né avec les épisodes 1, 2, 3. Et du coup, compte tenu de ces trois objectifs qui sont quand même pas n'importe lesquels, Star Wars 7 s'en tire super bien. Alors oui, le film a des défauts, je vais pas du tout dire le contraire, et notamment je pense que le plus gros défaut c'est Starkiller, parce que, soyez honnête avec vous-même, il n'y aurait pas eu Starkiller dans Star Wars épisode 7, il y aurait beaucoup moins de gens qui diraient que c'est une repompe de l'épisode 4. Les scènes, l'émotion qui est dégagée par les scènes, la scène de la mort de Han Solo, la scène quand Rey découvre le sabre laser, quand elle le prend pour la première fois dans ses mains, merci la perceuse du voisin, quand Rey prend pour la première fois le sabre laser de Luke dans ses mains, et qu'elle a cette vision, il y a une émotion énorme dedans. Quand Rey se bat avec Kylo Ren à la fin, avec le thème de la Force, l'émotion est tellement palpable, ça transpire partout. Quand Rey découvre Luke, le regard, le visage qu'a Rey, le regard de Luke Skywalker. Comment vous pouvez dire que ce film est à chier ? Soyez objectif un peu. Ce film n'est pas à chier. Il y a des défauts, mais il est bon. Et en ça, je ne comprends pas que vous puissiez dire qu'un film d'action comme Rogue One est meilleur que Star Wars 7. C'est pas du tout la même chose. Star Wars 7, c'est un film d'aventure. Rogue One, c'est un film d'action. C'est comme si vous compariez La Désolation de Smaug avec Le Retour du Roi. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Pourquoi je m'enflamme ? Pourquoi je prends autant la défense de Star Wars 7 ? Parce que je trouve que le bashing qu'il y a dessus est totalement injuste. Avec Max, on l'a revu il y a 2 et 3 jours. Et à titre personnel, j'en ai encore pleuré, Max aussi. Donc, à partir du moment où un film, et notamment un film Star Wars, arrive à vous faire pleurer alors que vous l'avez déjà vu 6 ou 7 fois, et que ça fait plus d'1 an qu'il est sorti au cinéma, c'est qu'il a réussi sa mission. Oui, bien sûr, encore une fois, le film a des problèmes. Mais je suis désolé, la réalisation est meilleure dans Star Wars 7 que dans Rogue One. Et effectivement, le fanservice est meilleur dans Rogue One. Il est un peu plus suggéré que dans Star Wars 7, ça c'est un fait. Mais encore une fois, Star Wars 7, c'est la même chose que Rogue One, c'est un film d'amoureux de Star Wars, pour les amoureux de Star Wars. Du coup, sur cette note, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié notre critique. N'hésitez pas à commenter, encore une fois, partagez et abonnez-vous, parce que c'est ce qui fait vivre notre chaîne. C'est hyper important, et puis en plus ça fait un super cadeau de Noël.
Et puis, dans cette super ambiance de Noël, je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël, que vous passiez un super moment en famille, et aussi une très bonne année 2017, en espérant qu'elle soit un peu meilleure que 2016. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Ah, et d'ailleurs, j'ai un petit truc, une petite surprise, on a une vidéo qui est en route, et c'est un nouveau format. Mais chut, je vous ai rien dit, on verra bien ce que ça donne, hein. Allez, bye.